Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering, passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la mini-série sur la vision du Quality Engineering avec Antoine Krasque. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-François. Donc dans les premiers épisodes, on a vu quelle était ta vision du Quality Engineering et comment faire un peu un assessment, une cartographie et impliquer les parties prenantes pour avoir des entrants de qualité. Dans ce troisième épisode, on va voir un peu comment on va identifier les facteurs limitantes, les causes racines et identifier vraiment un ASIS, un état de l'art. C'est où ils en sont, c'est quoi aujourd'hui votre niveau de maturité, notamment par rapport au référentiel Mamos que tu as introduit au second épisode. Pour ceux qui arrivent directement sur ce troisième épisode, je vous encourage à écouter le second épisode pour comprendre ce qu'on va dire là. Donc, dans cet épisode, c'est la suite de cet assessment, de comment on va le mettre en place. Comment concrètement tu le fais une fois que t'as vu tout le monde, t'as connecté toutes les infos, t'as allé au fond des choses. Qu'est-ce que tu fais clairement maintenant? La première étape, ça a été de cartographier sur le modèle Mamos qui fournit donc une base partagée, un vocabulaire partagé, quelles sont les grandes étapes de développement et de manière plus spécifique à chaque contexte, quels sont les grands flux et les grandes dynamiques qui se dessinent en termes de processus, etc. Ce sera plus ou moins complexe en fonction du périmètre. Donc voilà. Le plus simple, c'est une équipe. Ça se complexifie quand il y a des équipes, surtout s'il y a des adhérences fonctionnelles entre la partie applicative. En fait, on va chercher à faire deux choses, donc dans la partie d'identification des facteurs limitants et la compréhension des causes. Donc une première, c'est aller benchmarker les métriques qu'on a retrouvées par rapport à des standards de marché. Donc on s'appuie sur des métriques de Mamos, du modèle de maturité, mais aussi par exemple sur le volume d'encours. Voilà, donc si une équipe par exemple qui a 20-30 items en encours en environnement de test pré-production de manière régulière, avec 30% de change fail rate, c'est un problème. Voilà, on voit par exemple le change fail rate, c'est une des métriques aussi issues de Dora. Donc on va déjà avoir une première étape qui va être là-dessus de manière simple mettre du vert, du jaune, de l'orange et du rouge sur les grandes métriques. Euh, et après la deuxième chose à faire pour aller comprendre quelles peuvent être ensuite les problématiques de fond dans la dynamique du système, c'est d'aller creuser sur les hotspots. Alors pas uniquement où c'est rouge, parce que souvent les problèmes sont avant que ce soit rouge, mais aller remonter justement la chaîne en se disant, par exemple, si j'ai des cycles de tests qui prennent 2 semaines, que j'ai 4 fois des allers-retours avec les équipes de développement, que les changements, de nouveaux changements s'accumulent et à la fin on livre en production, il y a la moitié de bugs, on passe 2 semaines à corriger. Là l'idée c'est de pouvoir aller comprendre, remonter le fil de si je prends l'activité sur 4, 6, 8 semaines, que se passe-t-il? Encore une fois, sans essayer de juger, de trouver des solutions, mais que se passe-t-il dans le flux d'activité? Euh, et c'est là qu'il faut les parties prenantes clés. Par exemple, sur l'exemple que je donnais, les gens vont nous dire, ah oui, mais moi, comme je peux pas tester ici, je fais ça ici. Comme moi, je peux pas livrer, je fais une branche, etc. C'est ça qu'il faut réussir à capter, parce que c'est souvent des causes de problématiques plus profondes. En fait, ce qu'on va chercher à faire principalement, ça va être d'identifier deux grands types de flux. Donc, un premier, c'est la partie feedback loop. Donc, c'est essayer de comprendre quelle activité donne origine à quoi ou quelle activité renforce tel output. Je peux peut-être donner un exemple là-dessus qu'on a vu un peu trop souvent. C'est souvent ils disent on voit des choses au dernier moment ou des bugs en production et quand on essaye de comprendre, on voit qu'il y a un problème de communication, de collaboration et quand on remonte, on voit qu'il y a un problème de gestion des exigences, des Ouais. spécifications, des US, des features.
souvent cumulé avec un work in progress, c'est-à-dire avec beaucoup d'US ou de features qui s'accumulent et en gros, bon, ça veut dire que vous avez plus de choses qui rentrent en entrée que de trucs qui sortent parce qu'il y a trop de travail et cette charge de l'urgence plus le fait que on s'aligne pas sur ce qu'on doit délivrer, c'est souvent le duo magique pour qu'on délivre vite et pas bien. Ouais, effectivement, bah, les feedback loops les plus complexes à trouver, mais qui sont souvent à l'origine des causes de fond, c'est celles qui ont un délai dans le temps. C'est un peu comme nous, hein, si on mange de la salade tous les jours, on va plutôt être maigre, mais si on mange des hamburgers, on n'est pas gros tout de suite, on l'est au bout de plusieurs fois. Mais c'est ce qui se passe dans les chaînes de production logicielle, surtout quand en plus le problème passe d'une personne à une autre, une équipe à une autre, ce qui fait qu'aucune équipe a un intérêt local de résoudre ce problème. Donc, sur l'exemple que tu donnais, effectivement, bah, les entrants fonctionnels qui sont pas validés euh, vont avoir un impact avec un délai, parfois de plusieurs jours, semaines, sur l'aval de développement, qui va générer un retour, un rework, etc., qui va bloquer le flux de production. Et comme les équipes, après, effectivement, il y a souvent la combinaison de deux problèmes, ont un whip trop important, ils n'ont pas le temps de résoudre un bug rapidement, et donc on bloque, on verrouille tout le flux. Et effectivement, ça, c'est ça l'intérêt d'avoir un modèle de cartographie qui permet de dessiner ces flux et ces schémas. Et c'est pour ça qu'il faut regarder de bout en bout en fonction de où il y a les problèmes pour trouver ces hotspots. C'est ça. C'est quand on les voit juste avec une loupe, quand on les regarde que, on peut penser que le process c'est bon, mais quand on le regarde dans la globalité, on voit que bah, il y a des points de friction qui font que ça ne marche pas suffisamment bien. Ouais, effectivement, pour moi, ce qui est vachement important, c'est effectivement la transversalité et la temporalité. C'est regarder ce qui se passe plus que une semaine, un jour, parce qu'en fait, ça cache les vraies problématiques de flux. La temporalité est super important. On peut s'être bien mis d'accord, collaborer sur un besoin, mais si le besoin il est traité dans 6 mois après et que le produit a évolué, il y a des Mm. grandes chances que enfin, qu'il faut revoir le besoin parce que on peut pas le délivrer tel quel. Et donc, Mm. si on le délivre de façon bête et méchante, il y a un truc qui va pas bien se passer. Bon. Ouais, exact. Ah, voilà. Donc, non, mais c'est intéressant cette vision transversale avec des patterns qui émergent et qui sont intéressants. Mais finalement, si on parle de transversalité, on peut pas avoir une vision que tech. Il faut avoir la vision business. Je me rappelle de certaines approches où on nous disait, ils nous, le métier ne faisait pas partie des interviews. On disait, mais ça pose un problème parce que Mm. ils ne le sont pas. On va avoir un gros trou dans la raquette et que Mm. finalement, on revient à ce qu'on disait au premier épisode. Le but, c'est de délivrer de la valeur plus rapidement. Donc, la valeur, c'est le business. Ouais. Le business, Oui, non. bah effectivement, Le métier, il faut qu'il soit là, quoi. ouais. Bah, et des problématiques qui sont souvent vues, mais parfois difficiles dans des environnements politiques, c'est bah, on a des métriques en peine, par exemple, on délivre que la moitié de ce qu'on planifie au trimestre. Alors, c'est pas la seule cause, mais une des causes, souvent, c'est ben, on n'ose pas se dire lors des étapes de planification qu'on peut pas livrer tout ce qu'il y a sur la liste. Et du coup, bah, on entasse le work in progress et ça continue. Un des exemples, bah, sont parfois difficiles à résoudre dans des environnements très politiques. Bah, voilà, les gens vont se plaindre bah, on livre jamais ou très partiellement ce qu'on planifie au trimestre. Et ben, quand on va souvent aller cartographier, comprendre les causes, et ben, en fait, le fait de trop planifier au trimestre parce que les gens se mettent pas d'accord en amont sur les arbitrages, bah, crée un whip trop important, dilue l'effort des équipes, les incapacite de résoudre des problèmes très rapidement, des bugs, des défauts, bah, et qui font que eux-mêmes créent leurs propres problèmes. Voilà, donc la solution, bah, c'est de faire une meilleure planification, des meilleurs arbitrages face à la réelle capacité actuelle de l'équipe et de chercher à l'améliorer par des investissements, notamment en quality engineering. Mais voilà, par exemple, c'est des types de patterns là où il faut effectivement prendre la dimension humaine très importante dans le sujet. Il y a aussi parfois bah, des patterns là qui sont pas uniquement dus au logiciel, c'est les patterns d'approche système ou system thinking. Donc, si vous cherchez sur Internet système archetype, vous allez trouver des patterns, c'est sur lesquels je m'appuie en partie. Par exemple, il y a des patterns qui s'appellent limit to growth, qui est en fait la notion de facteur limitant. Et voilà, bah, si vous regardez toutes les activités de production logicielle
de la planification, spécification, développement, mise en prod, etc. Il faut réussir à trouver quel est le facteur limitant dans la chaîne, parce que c'est le seul qui va pouvoir améliorer la performance de vos métriques de bout en bout. Et ça sert quasiment à rien d'investir en amont. Voilà. Moi, je l'ai vécu, cette erreur, c'est pour ça que j'ai fait attention. J'avais fait beaucoup d'investissements en DevOps, automatisation, on pouvait déployer en prod en 3 minutes, de manière très contrôlée. Néanmoins, j'avais pas assez investi en amont sur la partie planification, spécification, ce qui faisait que le lead time s'améliorait pas fortement, même si on pouvait livrer en 3 minutes, parce que justement, on n'était pas bon sur quelle valeur livrer au client. Donc ça, c'est effectivement un point important d'équilibre dans la démarche. Intéressant ce que tu veux dire. Tu veux dire que tu avais tes business analysts, tes PO qui n'étaient pas en capacité peut-être de découper des US petites qui créent de la valeur, si je le dis avec mes termes, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et donc, du coup, sur la transversalité de la chaîne de production, l'apport de valeur ou de performance n'était pas là. Bah, c'est-à-dire que si t'as une Ferrari, mais qu'on n'est pas en capacité d'avoir un pilote pour la conduire, c'est toujours compliqué. Ouais. Si je fais... Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que si on regarde pas dans la transversalité, on va se tromper. Des fois, on n'a pas accompagné une équipe dessus. Des fois, il manque des compétences. Est-ce qu'on fait grandir l'équipe ou on fait recruter quelqu'un qui a les compétences? Ça, c'est un autre débat à avoir dessus. On est sur le comment. Mais c'est vrai que cette analyse des causes racines, en étant transversale, c'était quelque chose dans cette cartographie, dans cet assessment qui est indispensable parce que ça va permettre de voir quels sont les points chauds et les causes racines dans le modèle Mamos et de faire la même chose globalement en le liant à l'organisation, au management et aux compétences. Est-ce que tu as des choses que tu veux dire en manière encore plus pratique qu'on doit mettre en place sur cette phase-là? Non, je pense qu'effectivement, parce qu'on va un peu la checklist de cette phase-là, c'est, on s'est mesuré sur un modèle de maturité. Bon, Mamos la porte, ça peut être autre chose en local, si pertinent dans le contexte. On a cartographié la chaîne de production, on va dire de gauche à droite, de bout en bout, sur une période de 1, 2, 3 mois idéalement, si on est des matures avec des données. On a identifié les grands hotspots de feedback loop, surtout celles avec des effets décalés dans le temps. Et ces 3 éléments nous ont permis d'avoir une liste de thèmes à adresser pour améliorer les indicateurs de performance en faiblesse qu'on va adresser dans la phase d'architecte. Oui, tout à fait, et c'est ce qu'on va développer au prochain épisode. Donc merci Antoine pour toutes ces précisions sur cette phase d'assessment. Vous avez vu qu'on a passé 2 épisodes dessus parce que il est indispensable de savoir d'où on part pour créer un plan d'action pour savoir où on veut aller. Et ça, c'est très important. Donc au prochain épisode, on va parler de la phase d'architecte pour voir comment on peut architecturer des solutions qui sont systémiques et pérennes. Merci pour votre écoute, merci Antoine, et restez connectés pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.